Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Carmen Févillier, ravie de vous retrouver ce soir pour cette émission spéciale. Je reçois aujourd'hui M. Rodrigue Malanda Samba, député, conseiller politique du président de la République du Congo, chef de département politique, président du conseil d'administration du FIGA, le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des entreprises. M. Rodrigue Malanda Samba a initié et présidé le 13 septembre à Paris, une rencontre citoyenne avec la diaspora congolaise, un moment fort d'échange et de dialogue qui a rassemblé des centaines de ses compatriotes dans un contexte marqué par l'approche des prochaines élections présidentielles de mars 2026. Avec lui, nous allons revenir sur les attentes exprimées par la diaspora, les engagements pris par les autorités ainsi que sur le FIGA, le programme FIGA Diaspora, présenté à ses compatriotes. Monsieur Rodrigue Malanda Samba, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de 3 ans en Afrique. Merci. Merci de votre présence ici. Alors, Monsieur Rodrigue Malanda Samba, vous cumulez plusieurs fonctions. Alors d'emblée, moi je vais vous poser une question sur le cumul des mandats. Vous savez que la Constitution congolaise établit des règles strictes concernant le cumul des mandats afin de préserver l'intégrité et l'efficacité des institutions. Est-ce que vous vous sentez concerné par cette règle du cumul des mandats? Pas du tout. Pas du tout. Alors, vous n'êtes pas concerné, donc vous êtes à la fois, comme je l'ai dit, homme politique. Et pourquoi vous ne serez pas concerné? Mais parce que je suis conseiller politique. Oui. Et que la présidence du conseil d'administration du FIGA dépend de ce qu'on appelle l'exécutif. Chez nous, l'exécutif est bicéphale. La première face, c'est la face présidence de la République, dont je fais partie, et la deuxième face, c'est le gouvernement. Donc, c'est normal, en tant que conseiller, j'ai le droit d'être président du conseil d'administration d'une structure. Et comment faites-vous pour vous en sortir avec autant de sérénité? C'est une question d'organisation. D'accord. Nous nous organisons à faire en sorte que les missions qui nous sont confiées par M. Denis Sassou Nguesso, le président de la République, nous puissions les accomplir avec la plus grande rigueur. Et donc, il faut s'organiser pour gérer son temps du mieux possible. Alors, vous étiez au Palais des Glaces le samedi 13 septembre pour rencontrer la diaspora pour une rencontre citoyenne que vous appelez Rencontre citoyenne de Paris. Est-ce qu'il y aura une autre rencontre dans d'autres villes ou dans d'autres pays en Europe? Bon, mais on regardera. Nous avons fait cette rencontre à Paris, en France, à la demande de la diaspora congolaise de France. D'accord. Donc, s'il y a d'autres demandes venant d'autres pays, on regardera. Mais bon, c'est une demande de la diaspora congolaise de France. Nous les avons honorés, je pense, en y accédant. Donc, vous vous êtes concerté avec les différentes, la société civile de la diaspora congolaise en France, les partis politiques qui sont ici, vous vous êtes concerté pour l'organisation de cette rencontre? Bon, s'ils ont fait une demande et nous avons mis nos équipes à contribution pour que le maximum de Congolais de la diaspora soient représentés. Que ce soit ceux de la société civile, ceux des partis politiques et même bien d'autres. Des Congolais qui travaillent, citoyens lambda, sans étiquettes spécifiques. Donc nous avons fait en sorte que tous soient représentés. Voilà. Et donc c'était plus de 500 personnes dans cette salle de théâtre comble. Oui, on m'a dit 700. 700 personnes. Oui. 700 personnes. Et donc quel a été le contexte et quels ont été les objectifs de cette rencontre citoyenne de Paris? Bon, le contexte, il faut avouer que depuis quelques années, il y avait une certaine violence portée sur la place de Paris, portée par ceux qu'on appelle, entre guillemets, des combattants, qui empêchaient tout regroupement politique entre
les Congolais de la diaspora et les responsables de l'État congolais. Et donc il y avait un travail qui était fait par ces fameux combattants qui sont même allés jusqu'à essayer de brûler l'ambassade du Congo en France. Oui, c'était il y a 2 ans, je pense. Il y a quelques années, oui. Bon, il fallait reprendre le fil du dialogue avec la diaspora, discuter de tout avec eux. Vous avez constaté que nous n'avons éludé aucune question, nous avons parlé de tout avec très eux. Libre, oui. Voilà, donc je pense qu'ils sont sortis de cette rencontre satisfaits. Satisfaits parce que nous n'avons éludé aucun sujet. Aucun sujet. Alors moi, je voudrais vous poser cette question. Vous étiez déjà là en mai, à l'orée de la visite officielle du président Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi vous revenez si vite encore à Paris pour convoquer encore une fois la diaspora congolaise? Ben, c'est comme je le disais, en mai, je suis venu en France pour préparer justement la visite officielle du chef de l'État. Une partie de cette diaspora avait souhaité échanger avec moi. Nous avons organisé les choses de telle sorte que ce dialogue ait lieu. Il y a eu lieu et derrière, d'autres avaient pensé qu'ils avaient été oubliés ou pas mis au courant de cette initiative. Donc c'était à plus grande échelle. Voilà, ils ont demandé à ce que ça se passe à plus grande échelle. Bon, nous avons tenu parole. J'ai dit que je reviendrai pour le faire. Nous l'avons fait. Je pense qu'ils sont satisfaits. Ils sont satisfaits. Donc, il en découle de cette rencontre des résolutions et des engagements. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les principaux? Bon, les principaux, c'est que ils avaient pour certains, en tout cas, ils exprimaient une certaine crainte de revenir au pays parce qu'ils auraient eu des mots un peu déplacés, souvent sur les réseaux sociaux. Je les ai rassurés sur le fait qu'ils pouvaient rentrer. Vous leur avez assuré une protection? Oui, quand les gens n'ont pas de délit, ils n'ont pas été condamnés, bon, et qu'ils ont peur de rentrer chez eux, je pense que dans ma position, je peux leur dire... Donc la protection ne vaut pas... Ils peuvent revenir. Quand je dis qu'ils ont ma protection, c'est pour dire que la République les protégera. D'accord. La République les protégera, mais de quoi? Mais de leur propre crainte. Parce qu'en réalité, comme je le disais dans la salle, ceux qui insultent ici la nuit et se retrouvent à Brazzaville le matin, on les voit défiler. Donc je ne vois pas d'où venait cette crainte. Et pour les rassurer, j'ai dit que nous serons là au cas où ils auraient une quelconque inquiétude. Pour les rassurer, ils peuvent rentrer chez eux, il n'y a pas de problème. Et qu'en est-il alors des réfugiés politiques dans ce cas? Ben, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Non, non, je ne pense pas. Réfugiés politiques, non. Pourquoi? Dans notre pays, il y a tous les partis politiques qui existaient avant la guerre de 97 existent. Le parti du président Lissouba, l'UPADES, est bien en place. Je ne vois pas pourquoi des membres, par exemple, de son parti seraient réfugiés ici. Voilà, sauf cas extrême, sauf pour des gens qui ont peut-être posé des actes délictueux chez nous. Sinon, c'est un exemple que je prends. Ce parti existe, il fonctionne. Je crois qu'il a une dizaine de députés. C'est la même chose pour les autres partis. Donc, pourquoi aurions-nous des réfugiés politiques? Voilà. Alors, parmi les résolutions, il y a la création d'un comité de suivi. Oui. La création d'un comité de suivi, comment ce comité va-t-il fonctionner? Et vous êtes engagé à la création d'une équipe du département politique au sein de l'ambassade du Congo en France. Et donc, concrètement, comment cette structure va accompagner la diaspora et pour quels résultats? En réalité, c'est simple. Puisque c'est vers moi que la diaspora s'est tournée pour que nous puissions renouer le dialogue, je vais mettre à contribution une partie de mon équipe pour qu'elle puisse travailler directement avec la diaspora. Et puis, sur des questions qui nécessiteront l'intervention de l'ambassade, il y a la directrice, la conseillère diaspora qui est là, voilà, Madame Larissa, qui fera le relais. Donc nous sommes là en fait pour les rassurer. Mon équipe sera là pour les rassurer parce que pour nombreux ont peur d'aller vers l'ambassade. Je le leur ai dit, mais c'est votre maison, c'est la maison commune. C'est le territoire congolais. C'est le territoire congolais en France, vous devez y aller, ainsi de suite. Mais par contre, puisqu'il y a encore des craintes,
vous nous faites confiance, ben, je mets en place une équipe qui va continuer à vous rassurer jusqu'à ce qu'ils apprennent véritablement à se rapprocher de l'ambassade sans aucune sans aucun oui. Voilà. Alors, je ne peux pas poursuivre sans citer les mots droit de vote, passeport. Hein. Oui. Passeport, accès à l'eau, électricité, le Tout coût à des fait. billets d'avion élevé, et puis bien d'autres sujets. Qu'est-ce que ça vous... Et puis j'ai une autre question. Quelle est l'actualité du contentieux qu'il y a eu entre les États-Unis et le Congo sur l'obtention des visas? Ah, mais cette affaire est en train d'être gérée. Oui. C'est un contentieux qui, en réalité, émane d'une incompréhension. Les autorités américaines avaient considéré que le taux de personnes prenant des visas américains et restant sur le territoire américain sans revenir Oui. était élevé 30%. 30%, Bon. oui. Bon, vous voyez bien que en réalité, ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas nous qui attribuons ces visas. Donc, c'est aux Américains qui attribuent les visas de voir si quelqu'un ne respecte pas les délais, Ouais. et de le prendre, de le ramener au Congo. Nous sommes prêts à reprendre nos... Et il y a aussi l'obtention, les passeports qui sont attribués à des personnes qui ne sont pas de nationalité congolaise et qui... Non, pas C'est pas dans ce spécialement. sens-là. Non, Pas spécialement. Pas D'accord. spécialement. C'est vraiment parce qu'ils considéraient qu'on avait 30% de taux de personnes ayant des visas d'entrée et ne rentrant pas au Congo. Oui. Mais en réalité, si vous regardez en nombre exact, ce taux, il peut représenter 30%, mais Oui. il n'y a pas grand monde chez nous qui vont Oui. aux États-Unis. Ça peut être 15 personnes, 20, ainsi de suite. Il n'y a pas grand monde. Voilà, il n'y a pas grand monde. Et donc, vous avez parlé du droit de vote peut-être pour l'année prochaine pour la diaspora africaine, je dis la diaspora congolaise. Et comment vous comptez vous concrétiser ça, concrétiser les votes, améliorer les listes électorales, actualiser les listes électorales? Comment cela pourrait se faire? Est-ce que ce sera le numérique qui sera vraiment au cœur de cette organisation? C'est d'abord la loi. Il faudrait que la loi électorale chez nous soit modifiée pour qu'on puisse incorporer le droit de vote à l'étranger. Oui. Actuellement, ça n'existe pas Ça encore. n'existe pas encore. Pas encore. Je crois que le ministre des Affaires étrangères, en rencontrant la dernière fois, je crois en avril Oui. dernier, le ministre des Affaires, son homologue français, Oui. avait déjà émis cette idée Cette idée, d'une oui. possibilité d'un droit de vote des Congolais de la diaspora. Mais Oui. ça, il faut le formaliser à travers une loi. Alors, vous êtes ici à Paris pour faire un travail au niveau de la diaspora, pour qu'il y ait un dialogue avec l'État. Est-ce que vous faites le même travail à Brazzaville pour ne plus que la diaspora ne soit considérée comme une menace? Notre diaspora n'est pas considérée comme une menace, pas du tout, au contraire. Nous considérons que c'est une force qui peut véritablement aider le pays à avancer, voilà, à augmenter sa richesse, son PIB, ainsi de suite. Pour nous, ce n'est pas une menace. Bon, il y a, je le disais dernièrement, samedi dernier, il y a quelques oiseaux de mauvais augure ici qui font plus de bruit que le plus grand de la diaspora. Ils font beaucoup de bruit et beaucoup d'agitation. On a l'impression qu'ils représentent la diaspora alors qu'ils n'en ont ni mandat, ni reçu ni mandat, ni... Voilà. Donc, c'est plutôt ces gens-là qui, parfois, malheureusement, empêchent la diaspora créative à avancer. Donc, nous sommes venus aujourd'hui, voilà, s'exprimer, avancer vers les projets, ainsi de suite. Nous sommes venus aussi pour rassurer cette diaspora, celle qui travaille, qui veut apporter de la plus-value à notre pays. Nous sommes venus les rassurer pour leur dire que vous avez votre place au cœur du dispositif institutionnel national. Oui. Rentrez chez vous si vous le souhaitez. Et il y a un instrument important, FIGA Diaspora. Oui, on va y revenir. Voilà, que nous avons mis en place pour leur permettre
d'investir au Congo. D'investir au Congo. Sans problème. Sans problème. Voilà. Alors, vous avez dit que pour plus d'efficacité, vous avez insisté sur la nécessité de la diaspora de ne plus avancer en ordre dispersé. C'est ça. Donc, vous appelez à une organisation. Dans ce cadre, je vais vous parler du réseau international des Congolais de l'étranger, le RIS. Vous connaissez le RIS? C'est un réseau qui a été créé en 2010-2011 sous l'ambassadeur Henri Lopez. Et donc, c'était un réseau qui avait déjà pour objectif de rassembler la société civile congolaise. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'intention de continuer à travailler avec le RIS? Nous sommes déterminés à travailler avec toutes les organisations qui sont prêtes à faire en sorte que la diaspora soit mieux organisée pour mieux servir les intérêts du pays. Toutes les organisations. Alors très bien, on va passer à un point important d'investissement. On va parler du FIGA, puisque vous êtes président du conseil d'administration de ce fonds. Et donc, qu'est-ce que vous portez également le projet FIGA Diaspora que vous avez présenté au Palais des Glaces. Vous avez présenté donc le FIGA Diaspora. Qu'est-ce que ce programme, Monsieur Rodrigue Malanda Somba? Alors, déjà, ce programme, en réalité, avait été présenté le 10 mai. Le 10 mai, oui. Le 10 mai à l'ambassade. Mais je crois que l'information n'était pas arrivée là où il fallait. Voilà, il y avait eu très peu de personnes. Je crois que peut-être, il n'y avait pas suffisamment de Congolais. On disait ici tout à l'heure que les Congolais ont du mal à aller vers l'ambassade. Peut-être que l'information ne circule pas bien. Peut-être, mais enfin, là, nous avons pensé qu'il fallait profiter de cet événement pour renouveler cette offre. FIGA Diaspora est un outil qui a été mis à la disposition de notre diaspora pour qu'elle puisse avoir des garanties financières au niveau des banques au Congo oui. Qui leur permettront de faire des investissements. Voilà. D'accord. Avec quelle banque travaillez-vous? Excusez-moi de vous non, on travaille avec toutes les banques de la place, oui. la BCH, la banque sino-congolaise, oui. Toutes les banques en réalité sont avec nous. Voilà, il nous reste un... Et la Banque postale du Congo? Aussi, oui. Aussi. Et donc, quel bilan vous dressez du FIGA depuis sa création? Alors, depuis FIGA Diaspora, non, plutôt du FIGA dans sa globalité. Bon, le FIGA a connu quelques difficultés au lancement. Oui. Le FIGA a été lancé officiellement en 2021. Il y a eu quelques difficultés, on ne peut pas se le cacher. Mais aujourd'hui, j'ai été nommé à la tête du FIGA en mars 2024. Nous sommes en 2025. C'est récent. Hein? C'est récent, mais... Je peux vous dire que pour l'année qui est la nôtre, à la tête du FIGA, on a fait des exploits. Je ne voudrais pas donner des chiffres parce que les chiffres seront annoncés. Moi, je vous demande plutôt les grands chantiers. Quels sont les grands chantiers que vous avez eu à faire et pour le futur? Les grands chantiers, c'était déjà de réajuster la gouvernance. Oui. Voilà, nous avons... réajuster la gouvernance. Ah oui, parce qu'il y avait le FIGA 1, là c'est le FIGA réformé. Reformé. L'ancien FIGA était un EPA, là c'est un EPIC. Donc l'ancien FIGA avait un comité de direction, là le FIGA a un conseil d'administration, c'est différent. C'est différent. Voilà, on a changé la gouvernance, on a changé la manière d'opérer, son opérationnalisation aussi. Oui. Aujourd'hui, à travers le forum Horizon Initiative Créativité, oui. Nous avons décidé... Porté par Madame Aline Etokabeka, que je salue en passant. Nous avons décidé de faire une promotion, je vais dire, à marche forcée du FIGA. Oui. Parce que le FIGA a été doté par le président de la République de 25 milliards. Justement, 25 milliards, c'est la question que j'allais vous poser. C'est le seul chiffre que je vous demande. C'est 25 milliards qui ont été mis à disposition pour permettre d'apporter la garantie aux petites et moyennes entreprises et aux artisans. Parce que c'est sans ceux-là qui constituent en réalité le tissu économique du pays, mais ils ont le plus souvent des problèmes pour avoir accès au financement. Donc, ces moyens ont été mis à disposition. Nous avons travaillé d'arrache-pied. Je vous assure que d'ici la fin de l'année,
les chiffres du FIGA vont parler. Et donc, un taux d'emprunt à 0%. Ça, c'est important à relever. Oui, mais ça dépend. Ça dépend de projets. Ça dépend de projets. Mais en tout cas, cette garantie que nous mettons à la disposition des banques, c'est pour baisser. Oui. Au Congo, nous n'avons que des banques commerciales, il n'y a pas de banque d'investissement. Donc, s'il n'y avait pas la garantie du FIGA, les entrepreneurs retrouvent sans la garantie du FIGA, parfois avec 30-40% de taux d'intérêt. Avec le FIGA, ça baisse selon les projets jusqu'à 5% parfois. Donc c'est une marge intéressante. Alors on va parler rapidement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va parler de la présidente du président Denis Sassou Nguesso à la CEMAC. Mais avant, je voulais vous poser la question de savoir, vous en tant que conseiller politique du chef de l'État congolais, quelles sont vos principales missions au quotidien? Quelles sont vos principales missions au quotidien? Mais au quotidien, nous faisons ce qu'on appelle de l'aide à la décision. Oui. Nous aidons le président à diriger le pays en lui apportant des approches de solutions qu'il choisit lui-même. Nous ne faisons que proposer et lui choisit les meilleures approches. Alors, une partie de l'opposition congolaise est soin de la diaspora, originaire du Poul. Vous êtes originaire également du Poul, région au cœur des enjeux de paix. Vous êtes aujourd'hui conseiller politique du président, comme je l'ai dit. Est-ce que votre mission consiste justement à être son relais pour préserver la paix chèrement acquise au Congo-Brazzaville? Pas seulement, pas seulement. Bien sûr que cette paix, nous devons la préserver. Nous y travaillons jour après jour. D'accord. Mais non, ma mission ne se limite pas au Poul. Vous êtes député de Banzandunga. Banzandunga, c'est dans le Poul, oui. C'est dans le Poul, vous y êtes député, donc vous avez une mission particulière Mais pas pour le Poul. J'ai une mission nationale. Une mission nationale. Conseiller du président sur le plan national. Très bien, alors on va parler de la présidente de Denis Sassou Nguesso à la CEMAC. Ce sont nos dernières questions. Donc, comme je le disais, le président du Congo a pris la présidence de la CEMAC. Quelles en sont, selon vous, les priorités? Comment cette présidence peut-elle renforcer l'intégration économique et politique en Afrique centrale? La présidence du Congo. Merci. Vous savez, je veux déjà commencer par vous dire que le président Sassou est un panafricaniste de tous les temps. Ça, c'est reconnu. Voilà, c'est reconnu. C'est l'homme qui s'est battu pour la libération de l'Afrique du Sud. Voilà, les combats... Ces combats pour le panafricanisme sont connus. Sont connus. Voilà. Il y a aussi la Libye. La Libye, que nous portons, que le Congo porte seul comme une croix. Il y a la Centrafrique aussi. Voilà. Donc, ça, c'est le panafricanisme, c'est quelque chose qui est ancré en lui. Bon, la CEMAC, c'est certainement que la présence du président Denis Sassou Nguesso à la tête de la CEMAC fera bouger les choses. Vous savez, nous sommes le seul pays qui a réussi à construire des routes qui donnent accès aux autres pays. Comme avec le Cameroun. Voilà, le Cameroun, le Gabon, on a même 2 routes. Là, nous avons bouclé le financement pour construire la route, le tronçon route rail Kinshasa, Brazzaville-Kinshasa. Le financement est bouclé, nous attendons que nos partenaires de la RDC bougent. Donc, c'est la présence, je crois, encore à la tête de la CEMAC du président Denis Sassou Nguesso permettra vraiment de faire bouger les choses. Faire bouger les choses. Oui. Et la SLECAP qui arrive, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que le Congo est prêt? Est-ce que tous les pays africains sont prêts? Je ne suis pas sûr. On n'est jamais prêt. On n'est jamais suffisamment prêt. Avec toutes les incertitudes qu'il y a dans le monde actuellement, ce n'est pas toujours facile d'ouvrir totalement son pays. Mais bon, les chefs d'État gèrent ce dossier avec beaucoup de sérieux. Je pense que quand la CELCAF arrivera, nous serons suffisamment prêts pour ce marché unique africain. Merci beaucoup sur ces mots. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Rodrigue Malanda Samba, pour cet entretien et vos éclairages. Et donc, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. J'ai reçu avec beaucoup d'intérêt Monsieur Rodrigue Malanda Samba,
conseiller politique du président Denis Sassou Nguesso, chef de département politique, président du conseil d'administration du FIGA et président du parti APC, ça je ne l'avais pas dit en début d'émission, Action pour le Congo. Action permanente pour le Congo. Action permanente pour le Congo, voilà, c'est dit. Et donc la diaspora congolaise vous suit avec beaucoup d'attention, ces engagements et espère des solutions concrètes pour les mois à venir. Je dis moi, hein, peut-être pas les années. Bon, ça ira vite. Encore une fois, merci à vous et merci de votre fidélité. Merci de suivre 3 Zones Afrique sur Global Africa Télé Sud. C'était Carmen Févillier. Au revoir.